Bonjour à toutes et à tous. Vous savez, cette sensation étrange, on voit un objet, une destination, ou même on entend une opinion chez quelqu'un qu'on admire et paf, soudain ça nous attire. On a tous vécu ça, non ? Absolument. C'est une sorte de contagion du désir. Et c'est pile au cœur de la pensée de René Girard. Aujourd'hui, on va explorer ces idées. Oui, Girard remet en cause l'idée reçue que nos désirs viennent juste de nous, de l'intérieur, quoi. L'objectif, c'est donc de bien saisir ce concept clé de désir mimétique. Exactement. Comprendre comment ce désir copié sur l'autre est bien la base de beaucoup de nos interactions. Pour le meilleur et souvent pour le pire. Alors, ce désir mimétique, c'est quoi exactement ? L'idée centrale de Girard, c'est que le désir n'est pas une ligne droite entre nous et un objet. Non, c'est un triangle. Il y a nous, l'objet, et surtout un troisième acteur, le modèle. Celui dont on imite, souvent sans s'en rendre compte, le désir pour cet objet. Donc nos désirs seraient appris, copiés ? En grande partie, oui. C'est le désir de l'autre qui rend l'objet désirable à nos yeux. Pas forcément l'objet lui-même. Ah oui, ça explique des choses. Le fameux exemple du jouet délaissé dans un coin. Voilà, qui devient soudain hyper précieux dès qu'un autre enfant s'y intéresse. Et ça marche aussi pour l'attraction amoureuse, par exemple ? Si une personne est déjà admirée, convoitée... Tout à fait, ça s'étend à tout. La mode, les tendances, même les bulles financières. La peur de rater quelque chose que les autres ont ou font. C'est fou comme c'est partout en fait. Omniprésent. Mais attention, cette imitation généralisée, elle a une face sombre, la rivalité. Forcément. Si on se met à désirer la même chose que le modèle. Ça coince. Et c'est là que Girard fait une distinction importante. Il y a la médiation externe. C'est-à-dire ? Quand le modèle est lointain, idéalisé. Une star, un personnage historique. Là, on admire, on imite, mais il n'y a pas de compétition directe. C'est assez paisible, disons. D'accord. Et l'autre cas ? C'est la médiation interne. Là, le modèle est proche. Un ami, un collègue, un voisin. On est dans la même sphère. Et là, ça se complique. Oui, parce qu'on risque de vouloir les mêmes choses très concrètes. Une promotion, le même statut social, parfois la même personne. La proximité transforme le modèle en rival. Et plus on est proche, plus la rivalité devient intense. L'exemple de Stendhal avec Julien Sorel ? Exactement. Son désir pour Mathilde s'enflamme quand il la voit convoitée par d'autres dans son cercle. La rivalité devient le moteur même de son désir. C'est plus l'objet, c'est le rival. On voit bien l'engrenage. Si l'objet ne peut pas être partagé... Alors la tension monte. Et l'objectif change. Ce n'est plus tant d'obtenir l'objet, mais de battre le rival, d'être celui qui gagne. Une escalade mimétique en quelque sorte. Chacun imite l'hostilité de l'autre. C'est exactement ça. C'est la jalousie maladive, les conflits pour le pouvoir ou les ressources, même les paniques boursières où tout le monde se met à vendre parce que les autres vendent. C'est la contagion de l'antagonisme. Et face à cette violence qui menace de tout faire exploser, comment les sociétés gèrent ça ? Alors là, Girard met à jour un mécanisme fondamental, souvent inconscient. C'est le mécanisme du bouc émissaire. Le bouc émissaire ? Oui, quand les tensions internes deviennent insupportables, la communauté, presque d'une seule voix, désigne un coupable, un individu ou un groupe. Peu importe qu'il soit réellement responsable de ce problème précis. Toute la haine, toute l'agressivité se focalise sur lui. Voilà, et son expulsion, ou sa mise à mort, symbolique ou réelle, va purifier le groupe. Ça ressoudelait la communauté contre cet ennemi commun et ça ramène la paix, pour un temps. C'est un cycle. Un cycle que Girard voit partout, dans les mythes anciens, les rituels, une façon ancestrale de gérer cette violence mimétique qui est toujours là sous la surface. Les mythes, en général, justifient la violence contre le bouc émissaire. Ils le présentent comme coupable, méritant son sort. Alors que les évangiles, eux, et surtout le récit de la Passion du Christ, insistent sur l'innocence totale de la victime. Jésus est présenté comme le bouc émissaire par excellence, mais son innocence est criée sur tous les toits, si on peut dire. donc au lieu de cacher le mécanisme, le récit chrétien le dévoilerait, le dénoncerait ? C'est l'idée clé, oui. En montrant l'innocence de la victime et la violence de la foule unanime contre elle, le christianisme exposerait le mécanisme du bouc émissaire comme une injustice. Il offrirait alors une possibilité de sortir du cycle. Comment ? En permettant une prise de conscience, en invitant chacun à reconnaître sa propre part possible dans cette violence collective, dans ce désir mimétique qui peut déraper. C'est puissant comme lecture. Donc pour résumer, nos désirs sont largement imités des autres, ça crée des rivalités qui peuvent dégénérer en violence qui est temporairement calmée par le sacrifice d'un bouc émissaire. Un mécanisme violent que le récit chrétien, selon Girard, aurait révélé et critiqué. Oui, c'est ça.
Nos désirs nous connectent, mais ils sont aussi ce qui peut nous déchirer. Ça invite clairement à se poser des questions sur soi-même. D'où viennent réellement mes désirs les plus forts ? Quelle est la part de l'autre là-dedans ? Et aussi à observer les conflits autour de nous, petits ou grands. Est-ce qu'on ne pourrait pas y voir parfois ce mécanisme du bouc émissaire à l'œuvre ? Et pour finir, peut-être une pensée un peu provocatrice. Et si les traits qu'on déteste le plus chez quelqu'un d'autre n'étaient finalement qu'un reflet inversé, une sorte d'imitation négative de nos propres désirs ou angoisses qu'on n'ose pas s'avouer ? Voilà une question qui laisse songeur et qui montre toute la profondeur de cette pensée, de quoi continuer à réfléchir. Tout à fait.